Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu différente, on va quand même parler crypto comme d'habitude, hein, mais cette fois-ci au travers le prisme d'un média plus traditionnel, dans ce cas-là le journal Le Monde, qui publie parfois des articles sur la crypto-monnaie, avec souvent quelques travers, voilà, donc pas forcément très intéressant d'en parler, mais là récemment ils ont publié un article, donc le 7 juin, avec un ton un peu différent, qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à commenter, et on mettra ça en parallèle avec un autre article. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes qui vont en ressortir. Donc le titre de l'article, c'est Placer son argent en bourse exige du temps, l'effort est moindre quand on investit dans les cryptos. Donc on va voir par la suite, mais déjà, on pourrait quand même trouver deux trois choses à redire juste dans le titre. Donc on nous dit que malgré le crash de l'automne 2022, le marché des crypto-monnaies attire de plus en plus. Au printemps 2023, plus de 10% des Français et 17% des 18-35 ans placent désormais ainsi une partie de leur épargne. L'engouement des jeunes pour ces monnaies numériques est international. Donc jusqu'ici, rien de très nouveau. Après, on nous dit qu'en moyenne, dans les pays d'Europe du Nord, alors que seuls 10% des plus de 60 ans y sont intéressés, 60% des 16-24 ans envisagent désormais d'investir ici. Les Suédois sont les plus familiers avec ces crypto-monnaies. 85% des jeunes hommes suédois songent à acheter des bitcoins par exemple. Donc la Suède, il me semble que c'est un des premiers pays à être, s'ils ne sont pas déjà complètement cashless, donc déjà tout numérique, donc c'est peut-être un peu normal qu'ils soient beaucoup plus portés aussi sur les crypto-monnaies, sachant qu'ils sont beaucoup plus numérisés que d'autres pays d'Europe, comme la France par exemple. Donc après on nous dit comment expliquer une telle attirance pour des actifs dont les cours sont si volatiles, rien de nouveau et la réputation si sulfureuse. À la demande du Nasdaq, tiens, le Nasdaq. Donc là, on arrive dans la partie un petit peu partiale, toujours faire attention, les sources qui financent les études aussi, pour voir s'il y a peut-être des conflits d'intérêts. Le Nasdaq, pour rappel, c'est une des principales bourses d'échange aux États-Unis, des actions du coup, axées sur les valeurs technologiques. Donc ils sont bien évidemment pas du tout impartials dans le domaine de l'investissement, puisqu'ils se dédient à l'investissement dans les actions, dans les valeurs technologiques, en étant une des principales bourses, même mondiales, il me semble. Donc nous avons cherché à comprendre les motivations de cette génération au travers de la Nasdaq Nordic Foundation. Vous voyez, c'est une fondation qui est subventionnée par le Nasdaq. Donc bien évidemment, toujours garder ça en tête au moment de lire les résultats et se demander qui paye pour dire quoi, au final dans l'étude. Et on nous dit pourquoi, alors qu'ils commencent à peine à travailler, sont-ils de plus en plus nombreux à vouloir convertir leur début d'économie dans ces monnaies qui ne permettent pas d'acheter grand-chose. Donc là, on est clairement dans une formulation qui est très partiale et très biaisée pour le coup, parce qu'on nous dit, alors qu'ils commencent à peine à travailler, les débuts d'économie, pourquoi investir dans les cryptos? Et pourquoi pas investir dans d'autres choses? Par exemple, ce qu'on propose nous. Et du coup, c'est pour ça que j'ai bien aimé en partie cet article au final, parce que ça dénote une certaine incompréhension du monde traditionnel par rapport aux crypto-monnaies. Après les traditionnels, voilà, ça a baissé, les jeunes ont tout perdu, c'était risqué, on vous l'avait dit, c'était volatile. On se rend compte qu'il y a quand même un engouement qui continue, malgré la baisse prolongée. Et on se demande mais pourquoi au final. Et il y a peut-être d'autres raisons, non, que oui, c'est volatile, l'argent facile, l'argent rapide, ça ne demande pas d'effort. Et donc on va quand même essayer d'aller comprendre en étant biaisé dans notre analyse, très sûrement, mais comme on l'est tous. Mais il y a quand même des questions qui commencent à se poser de la part d'acteurs plus traditionnels, et ça, c'est intéressant. Donc après, on nous dit que le fait que les cours aient connu ces dernières années des flambées impressionnantes peut expliquer la confiance de certains investisseurs débutants, mais il est moins facile de comprendre pourquoi les fortes baisses qui ont suivi n'ont pas restreint leur pouvoir de séduction. Alors, on nous dit que la recherche académique a montré le goût particulier des jeunes hommes en particulier pour les investissements risqués, blablabla, bon et après plein d'amalgames. Mais le succès persistant des crypto-monnaies s'explique aussi par le fait que les mauvaises expériences n'affectent curieusement pas le désir de continuer à investir. Environ 10% des personnes que nous avons interrogées nous ont dit avoir gagné de l'argent sur ces marchés pour 4% qui en avaient perdu. Et notre étude montre qu'au lieu d'inciter ces derniers à stopper l'expérience, ces pertes, en réalité, leur ont plutôt donné envie de continuer à prendre des risques pour se refaire, en particulier lorsque ces jeunes étaient surconfiants en leurs capacités. Alors là, pareil, le phrasé est un peu malheureux, je trouve, pour pas dire biaisé. Au final, perdre de l'argent dans la crypto-monnaie, quand on est débutant, c'est assez facile. C'est même une étape pour moi nécessaire et obligatoire pour apprendre de ses erreurs et progresser dans ce domaine-là. Bien évidemment, faire ses erreurs le plus tôt possible et avec le moins d'argent possible pour apprendre, se former à côté aussi pour en faire le moins possible, mais dans tous les cas, faire des erreurs, dans ce cas-là, c'est présenté comme quelque chose qui devrait nous repousser totalement et nous donner envie d'arrêter complètement ce domaine-là.
Alors que dans tous les autres domaines de la vie, faire des erreurs, surtout au début quand on est débutant, ça veut dire qu'on progresse. Et si on est dans cette mentalité de progresser, d'en apprendre toujours plus, au final c'est quand même un chemin plus vertueux et arriver à un stade où on fait plus ses erreurs de débutant et on se sent beaucoup plus à l'aise. Donc c'est quand même, la formulation est quand même un peu ambiguë et c'est pour ça que j'aime bien traiter pour faire un peu l'autre côté et voir ce qu'on peut en dire. Après, on arrive à la limitation de la partie gratuite et il faut être abonné pour lire la suite, dont je fais partie. Donc, je vais pas vous lire exactement ce qui a marqué après, vu que c'est la version payante. Donc, il me semble normal de ne pas vous le transmettre tel quel. Par contre, je vais faire un résumé de ce qui vient après pour pouvoir continuer l'analyse de certains articles. Donc on nous dit, la dernière partie visible, beaucoup en pariant sur les monnaies numériques se considèrent comme des pionniers à la pointe plus malins que les générations précédentes. Et après il est évoqué le fait que c'est beaucoup plus facile d'investir en crypto apparemment, beaucoup plus rapide, et que d'investir en bourse, au final, ça demande beaucoup de temps pour bien s'informer des secteurs économiques, les entreprises, pour savoir éventuellement où les cours vont grimper, alors que dans les cryptos, l'effort est beaucoup moindre. C'est ce qui est dit en continuation. Donc là, on voit clairement l'influence de ceux qui ont financé cette étude, où on voudrait nous faire croire un petit peu que investir en bourse, c'est quelque chose de très sérieux qui prend beaucoup de temps. Voilà, il faut être expérimenté. Et d'un côté, les personnes qui investissent dans la crypto, très sûres d'elles, elles veulent aller vite, c'est plutôt jeune et ça demande beaucoup moins de temps parce que c'est un peu du gambling. Et séparer ces deux mondes, alors que dans la réalité, on sait très bien que ça dépend clairement de la personne. Il y a des personnes qui vont investir de la même manière en bourse qu'en crypto, c'est-à-dire prendre une plateforme type, on va dire le nom Robinhood, sans frais, et tu vas pouvoir acheter des cryptos, mais aussi des actions, mais aussi des bons d'État, tout un panel d'actifs financiers et d'investissements regroupés au sein d'une même application, et il en existe des dizaines, voire des centaines, que les gens utilisent régulièrement, et pour investir en crypto, mais aussi en actions. Et parfois, sur des conseils de même influenceurs, par exemple sur TikTok, on nous dit, vas-y, achète cette action, achète cette crypto, mais c'est exactement la même chose. Donc ça dépend, encore une fois, du profil d'investisseur. Quelqu'un qui fait bien ses recherches dans le domaine des actions, qui va chercher à se diversifier, chercher à faire du stock picking, même aller chercher action par action dans différents secteurs pour se diversifier, ça m'étonnerait qu'il adopte une approche un petit peu plus relax, un petit peu plus la crypto, on va faire n'importe quoi, ça me paraît pas cohérent. Pour ma part, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il adopte une posture assez similaire, qu'il aille faire ses recherches, qu'il étudie pourquoi du comment, essayer de comprendre. Après, avoir en tête aussi la vidéo qu'on a fait sur investir au hasard, où au final, il y a beaucoup de gens dans la crypto qui investissent en ayant fait très peu de recherches, mais je pense que plus ça se développe, avec notamment les influenceurs financiers sur des plateformes comme TikTok, il y a beaucoup de gens aussi, et assez jeunes, qui investissent un petit peu au hasard dans le domaine des actions aussi. Donc c'est pas des mondes qui sont totalement hermétiques et séparés, mais bien similaires, avec plus des profils d'investisseurs qui sont mis en parallèle dans ces deux domaines-là, plus que séparés totalement, avec d'un côté les investisseurs en actions très sérieux qui prennent leur temps et tous les investisseurs en crypto qui font un petit peu n'importe quoi. Ensuite, un autre point très intéressant qui est abordé dans l'article, c'est le manque de confiance dans les institutions, qui est aussi un des facteurs cités dans cette étude pour lequel les gens investissent dans les crypto-monnaies et les personnes plutôt jeunes, tout en rappelant que le Bitcoin a été créé en 2008, après la crise financière et tout, et que c'était une des raisons pour lesquelles les gens investissaient. Et au final, au risque de paraître peut-être un peu partial sur le sujet, est-ce que c'est vraiment étonnant qu'il y ait une certaine défiance de la part des personnes plutôt jeunes à l'égard des institutions et de l'État quand on voit tout le contexte actuel et ce qui s'est passé récemment? Je pense notamment à la pandémie. Les personnes jeunes ont été un petit peu sacrifiées entre guillemets. Récemment aussi, et c'est toujours en cours, on a décidé que la retraite, de plus en plus loin, les conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles. Dans ce même journal Le Monde, il y a pas mal d'articles sur les cas de déprime chez les jeunes, le quiet quitting, le désengagement, mais dû à plein de facteurs économiques, sociaux, donc la difficulté de se loger aussi, pourquoi on travaillerait plus pour au final avoir un niveau de vie qui permet à peine de survivre, la décrépitude des différents services publics, et au final, je pense quand même une certaine impression généralisée, avec peu de confiance dans le futur, une impression aussi d'être laissé pour compte par les différentes choses qui sont mises en place, et on parle même de génération sacrifiée, donc la méfiance par rapport aux institutions, elle est peut-être un petit peu justifiée. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, de manière constructive, bien évidemment. Ça m'intéresse d'échanger avec vous sur le sujet. Suivant et dernier point, et ça me paraît assez intéressant de le voir écrit là, et de le voir reconnaître enfin par un article, en plus biaisé dans ce sens-là, un bon choix pour diversifier ses placements. Donc il faut quand même leur reconnaître qu'ils ont eu l'honnêteté de dire que c'est un bon choix pour diversifier ses placements. Après l'exemple qui est donné, et là encore assez peu heureux, on nous dit que dans l'économie, quand l'économie réelle est dans un plus bas, le cours des crypto-monnaies a tendance à augmenter, en donnant comme exemple
qu'en 2021, celui qui était le plus mauvais boursicoteur, là encore la terminologie est un peu spéciale, donc celui qui a le moins bien investi dans les entreprises les plus en difficulté, s'il avait mis 5% de ses fonds dans les crypto-monnaies, il aurait gagné autant que celui qui avait opté pour les entreprises plus performantes. Et donc là, encore une fois, bon, l'exemple est un peu tourné. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, quelque chose un petit peu d'inversé. Combien a gagné le meilleur trader ou le meilleur investisseur en crypto-monnaie par rapport même au meilleur investisseur en actions. Et là, je pense qu'on aurait eu un gap assez important vu la performance de ces classes d'actifs. Mais bon, bien évidemment, vous aurez compris que c'est pas le ton de l'article, donc on en restera là-dessus. Enfin, en conclusion, avant de passer à l'article suivant, parce qu'il y en a un qui arrive aussi, on nous dit que, au final, la très forte représentation des jeunes dans la crypto-monnaie rend la surveillance réglementaire encore plus indispensable. Hein. Évidemment, les jeunes qui savent pas ce qu'ils font, il faut les protéger par tous les moyens, comme c'est le cas du système traditionnel classique. Confère l'article suivant qui arrive bientôt. Donc on nous dit que les banques sont tenues de tester les connaissances de leurs clients avant de leur vendre ou de leur proposer des placements risqués. Attendez l'article suivant, vous allez voir, c'est là que ça devient intéressant. Et au final, on finit avec une question, est-ce normal de laisser ce marché totalement dérégulé alors qu'il y a des régulations qui sont mises en place, il y a MiCA qui arrive pour 2024, donc on finit par une question biaisée, hein, on continue dans le ton sur lequel on a commencé. Mais du coup, ce changement de ton m'a paru assez intéressant parce que d'un côté, il y a une certaine incompréhension. D'un autre côté, un petit dénigrement quand même en passant. Oui, les jeunes, ils se croient plus malins. Il y a moins de travail que dans les actions. Nous, c'est quelque chose de sérieux. Nous, on fait attention à nos clients. On leur propose pas des placements risqués. Mais d'un autre côté, on admet qu'il y a des opportunités de rendement, on admet que c'est un bon choix de diversification, on admet qu'il y a une perte de confiance dans certaines institutions. Alors bien évidemment, on défend ses intérêts, hein, le Nasdaq, il est partial. Moi, dans cette vidéo, je suis quand même un peu partial aussi, vous l'aurez compris, mais j'aime bien prendre des articles et commenter avec d'autres sons de cloche, parce qu'au final, on se rend compte qu'il n'y a jamais une vérité absolue, et aider aussi à faire une opinion critique sur ce qu'on lit, surtout dans les médias généralistes, où, comme on l'a vu, c'est souvent du dénigrement. Mais là, ce petit changement de couleur, ce petit changement de ton, ça m'a paru assez intéressant pour en parler. Et maintenant, on passe au deuxième article dont je voulais vous parler, qui fait un lien avec la conclusion de celui qu'on vient de voir. Donc le fait que les banques, les acteurs financiers traditionnels, ils sont tenus de bien conseiller leur clientèle avant de leur proposer des placements risqués. Et force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Tiens, donc on va s'intéresser à l'article suivant, publié dans le même journal Le Monde, des banquiers pas toujours bons conseillers. On nous dit, n'attendez pas que votre banque présente ses produits de façon équilibrée, qu'elle vous détaille les frais ou sonde votre rapport au risque avant de vous vendre un investissement. C'est loin d'être systématique, selon une étude de l'AMF. Donc c'est pas n'importe qui. Encore une fois, moi j'aime bien vous donner des sources sérieuses, si possible même officielles. Donc là, l'AMF, on peut pas faire plus officiel sur ces statistiques-là, et notamment sur les banques traditionnelles qu'on va voir rapidement maintenant. Donc l'article commence en disant, j'ai reçu une donation de 50 000 € et je souhaite placer tout ou partie de cet argent pour les 10 ans à venir en vue de ma retraite. Que me conseillez-vous? Tel est le scénario imaginé par l'AMF pour évaluer à travers une campagne de visite mystère menée de juin à octobre 2022 la qualité du conseil en investissement fourni dans les agences bancaires et le respect de la réglementation en la matière. Donc on évalue d'un côté la partie est-ce qu'ils ont bien conseillé et est-ce qu'ils respectent aussi leur réglementation qui est érigée toujours en étant très drastique, qui protège les utilisateurs et qui est bien évidemment, selon eux, toujours respecté quand vous passez par des acteurs du service traditionnel. Donc c'est ce qui a voulu être vérifié par l'AMF au travers de cette étude. Après, on nous dit qu'en effet, la réglementation européenne impose aux vendeurs de services financiers de recueillir au préalable de nombreuses informations sur le client, son expérience, ses connaissances en investissement, sa situation financière, ses objectifs, horizon de placement et tolérance au risque. Au passage, tout ce qu'il faut regarder soi-même avant d'investir dans les crypto-monnaies. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on répétera et qu'on continuera de parler au travers des vidéos. Que si on veut démontrer un travail sérieux et justement pas faire partie des personnes stigmatisées par des discours plus traditionnels, il faut bien évidemment s'intéresser à tout ça avant d'investir, et ce, quelle que soit la classe d'actifs. Là, on parle souvent de crypto sur cette chaîne, mais ça, c'est des conseils qui valent pour tous les investissements en général. Donc, fermez la parenthèse et de ne lui proposer que des produits correspondant à son profil. 210 visites ont ainsi été réalisées dans 11 réseaux bancaires avec l'aide de l'Institut Ipsos, donc aussi très grand nom réputé des statistiques, donc des sources sérieuses. Publié le 6 mars, les résultats posent question.
Certes, la majorité des établissements visés ont progressé dans l'application des obligations de découvert du client requises par la directive européenne, peut-être l'AMF, qui rapporte notamment une amélioration du questionnement sur sa situation financière et sa capacité à supporter les dettes. Donc après, on nous dit que la dernière enquête en date avait été faite en 2018, année d'entrée en vigueur de la directive. Mais, et là on arrive sur les points un peu plus négatifs, donc il y a des frais de l'autorité pointe du doigt une série de pratiques problématiques, voire pour certaines très problématiques, puisque d'après les retours des visiteurs mystères, les établissements visités ne seraient pas en conformité sur ces deux sujets majeurs. La réglementation exige en effet que les conseillers remettent au client un rapport d'adéquation dans lequel il détaille son profil, les produits qu'il lui a recommandés et pour quelles raisons. Selon ces visiteurs mystères, ces documents n'est remis que dans 1 cas sur 10 environ. Ensuite, comme pour l'article précédent, je vais résumer et synthétiser ce qui est dit, comme c'est pour les abonnés. Donc un autre sujet, ça va être si les frais associés aux différents produits sont clairement annoncés. Donc là, on nous parle des produits bancaires classiques, le compte-titre, le PEA, l'assurance vie. Et donc les visiteurs mystères, au final, ils ont relevé que ces frais étaient déclarés qu'une fois sur deux lors de l'entretien d'analyse des risques et avant de faire l'investissement. Et que, et là c'est plus préoccupant, dans 6 ou 7 cas sur 10, ces frais ne sont détaillés dans aucun document. Et donc au final, dans la majorité des cas, vous n'êtes pas mis au courant et vous n'avez aucun moyen de savoir, parce que c'est dans aucun document, les frais que l'organisme à travers duquel vous allez investir va vous prélever sur vos investissements. Donc c'est quand même déjà assez un peu problématique. Ensuite, un autre point qui est étudié, c'est savoir si les produits sont présentés de manière équilibrée. Et là encore, non. Donc, c'est-à-dire que pour les plans d'épargne, les assurances vie, il a été regardé si les avantages étaient présentés. Et là, bien évidemment, dans 95% des cas, les avantages de ce type de produit étaient totalement clairs et compris dans l'entretien ou dans les informations. Par contre, les inconvénients, bien moins pris en compte, uniquement dans 45 ou 77% des situations selon le profil du client. Pareil pour les PEA et compte titres, donc uniquement les inconvénients sont présentés uniquement dans 60% des cas. Donc ça veut dire, encore une fois, qu'on vous présente quasiment à coup sûr les avantages du produit, mais les inconvénients, il y a une chance sur deux que vous ne soyez pas informé, donc vous ne savez pas réellement dans quoi investir et vous ne pouvez pas prendre de décision éclairée parce qu'il vous manque cette partie-là qui est clairement très importante. Donc pour moi, ce qui en ressort au final de manière générale, c'est un défaut de conseil de la part des acteurs traditionnels, contrairement à ce que voudrait nous faire croire l'article précédent où quand on va voir un conseiller financier à notre banque, il y a des réglementations, on va vous présenter les choses de manière équilibrée et adaptée à votre profil de risque et la crypto c'est le Far West. Au final, c'est pas du tout le cas, ou alors c'est pas forcément la majorité des cas, et même plutôt c'est une fois sur deux, hein, donc c'est quand même assez préoccupant. Cette étude de l'AMF et de l'Ipsos, qui je le répète, sont des instituts sérieux, donc c'est quelque chose à prendre pas à la légère. Il nous dit que quand vous allez voir ce type d'établissement, on va vous présenter grosso modo les avantages des produits. Souvent en plus, je rajouterai les produits de la banque, hein, pas ceux des concurrents, que ce soit nos produits à nous de préférence. Et une fois sur deux, voire même plus, on va pas vous présenter les inconvénients, on va pas prendre en compte votre profil de risque, on va pas prendre en compte vos connaissances, donc ça revient au final à vous vendre un produit pas adapté forcément à votre situation, et donc on est loin de l'image de l'établissement modèle qui fait attention à ses clients, très droit dans ses bottes par rapport à la réglementation et qui a bien évidemment que le bien-être du client en tête. On se rend compte, encore une fois, que c'est pas le cas. Et donc, c'est ces études-là qui me permettent de nuancer un petit peu certains discours, certaines choses et que je voulais partager avec vous. Surtout, avoir des données chiffrées pour aller discuter, pour aller débattre, des fois de temps en temps. Je sais que c'est des choses qui peuvent arriver, hein. On reçoit des critiques, on reçoit des attaques, on reçoit des choses et on ne sait pas toujours comment répondre. Là, je pense que l'étude de ces deux articles, notamment le dernier, qui vont nous donner des éléments concrets de discussion, si ça vous intéresse, si vous y êtes amené, voilà, si vous souhaitez vous engager là-dedans, défendre l'écosystème crypto avec des arguments concrets, où au final, on voudrait nous opposer un petit peu souvent l'écosystème traditionnel, où là, les choses sont faites dans les règles, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de blanchiment d'argent, où il n'y a pas de fraude, où les acteurs sont bénévolents et bienveillants, et l'écosystème crypto, où c'est le Far West, où il faut absolument protéger le consommateur des risques qu'ils vont prendre, et il faut mettre plus de régulation. Certes, c'est le cas, on est d'accord. Mais de notre côté, on ne peut pas non plus nier que le système traditionnel, il y a aussi beaucoup de failles, de problèmes, de fraude, de blanchiment d'argent qui est effectué à travers lui. Donc ça, il ne faut pas le nier non plus. Et ne pas détourner totalement l'attention sur ces points-là en tapant sur la crypto-monnaie qui certes a ses propres problèmes. Et ça, on continuera d'en parler aussi. Mais ça permet de dézoomer un peu, de voir les choses avec un peu plus de hauteur et se demander qui dit quoi, pourquoi,
quels pourraient être les intérêts des uns et des autres à dire telle ou telle chose. Donc, on est dans la nuance, on est encore une fois dans ce qu'on préconise sur cette chaîne, recouper les informations et surtout se faire sa propre idée. Donc, on a vu un article partial, moi j'ai fait des commentaires partials, très certainement aussi. À vous aussi d'un côté de vous faire votre propre idée, voir si vous êtes d'accord ou pas. On peut discuter de manière constructive en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, ça m'a paru être un contenu intéressant pour avoir des éléments concrets, donc un peu différents d'habitude. Dites-moi si ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On continuera à faire des formats variés, comme vous avez pu le voir dernièrement. Je vous mets, comme d'habitude, dans la description, mon guide offert pour bien commencer dans les crypto-monnaies. Et pour ma part, je vous laisse et on se retrouve très bientôt. Salut à tous.